Manifestation monstre en Corse. Les syndicats de la fonction publique en grève depuis 4 semaines durcissent le ton. Grève générale du secteur public demain. Municipal, record d'affrontements triangulaires et quadrangulaires au second tour. À quelques exceptions près, le Front National et les Verts se maintiennent. De l'ingratitude des peuples, de la permanence du péril communiste, le credo du général Pinochet, un entretien exclusif dans ce journal. Des bactéries dans l'oreille, c'est bon pour le son, un casque révolutionnaire mis au point par une firme japonaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a aussi des bonnes nouvelles, des événements qui confirment que l'on peut croire au progrès. Dans le domaine médical, ce sont le diagnostic et la technologie prénatale qui bénéficient ces derniers temps des avancées les plus spectaculaires. Ainsi, on vient d'apprendre qu'à Lyon, une greffe de cellules a été réussie sur un fœtus de 7 mois atteint d'un déficit immunitaire mortel. Une greffe effectuée donc dans le ventre de la mère. C'est une première mondiale réalisée il y a quelques mois par le professeur Touraine à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon et tenue secrète jusqu'ici à la demande de la famille. Le bébé, né normalement depuis, est encore dans une bulle pour quelques mois. Cette technique représente donc un nouvel espoir pour les enfants bulles. Jusqu'ici, on avait réussi des greffes, mais après la naissance. C'est grâce à cette technique que nous allons rencontrer avec Alain Labouze et Pierre-Laurent Constant un garçon de 12 ans en pleine forme. Il s'appelle Sergio. Condamné à mourir parce qu'incapable de se défendre contre les infections, Sergio, qui a aujourd'hui 12 ans, l'a échappé belle. Les 18 premiers mois de sa vie, il les a passés dans une bulle. Il n'y avait pas de donneur de moelle compatible. Et puis, un jour à Lyon, on a tenté l'impossible. La greffe de tissu provenant de fœtus morts. Et ça a marché. Quand on m'a mis par terre, que j'ai posé mes pieds par terre, j'ai vu que c'était solide, pas comme la bulle. Parce que c'était mou, c'était en plastique. Alors j'ai dit à ma mère, maman, je peux retourner là-dedans, hein, fini maintenant, je veux plus. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit. Avant qu'il ait la greffe, j'avais pas tellement d'espoir, mais après qu'il ait eu la greffe, j'espérais. J'espérais qu'il allait guérir. Sans la greffe, il ne serait pas là. C'est ici, dans ce laboratoire, que l'on prépare les cellules de foie et de thymus extraites des fœtus morts. À ce jour, 51 enfants ont pu être greffés avec ces cellules. 66% sont définitivement guéris. Il y a à peu près une centaine d'enfants à traiter chaque année, soit après la naissance, soit avant la naissance, par une greffe de cellules fœtales. Nous manquons de ces cellules. Ce qui est important, c'est que nous soyons prévenus chaque fois qu'un fœtus décède dans une ville de France pour que nous puissions faire le prélèvement et organiser la transplantation. On n'a pas le droit d'utiliser des fœtus morts, disent certains. Et pourtant, c'est la seule façon aujourd'hui de sauver des enfants comme Sergio. Grève générale du secteur public demain, mais aussi en Corse du Sud, entreprises et commerces fermés. C'est en tout cas ce que demandent les représentants sociaux professionnels du département qui mettent en cause bien sûr la grève des fonctionnaires. Une grève qui dure depuis plus de 4 semaines maintenant et qui a donné lieu aujourd'hui à Ajaccio et à Bastia aux manifestations les plus importantes dans l'île depuis 25 ans. Gérard Leclerc. 2 caddies en tête de la manifestation. L'un le Corse aux 3/4 vide, l'autre le Continental plein pour symboliser les écarts de coût de la vie. Dans les rues d'Ajaccio et de Bastia, 10 000 fonctionnaires, 1 sur 2 en poste sur l'île. Postiers, pompiers, enseignants, agents des divers services publics réclament depuis 4 semaines une prime d'insularité de 1 000 francs pour la CGT et Force ouvrière ou une augmentation de 15% des salaires pour la CFDT et le syndicat des travailleurs corses. Et l'impatience grandit. Toujours dans l'attentisme et on a l'impression qu'il ne nous prend pas au sérieux. Donc on se demande jusqu'où il faut qu'on aille. Si à Ajaccio le cortège s'est dispersé dans le calme, à Bastia, une centaine de manifestants ont lancé quelques pierres et déchargé une benne à ordures devant la préfecture. Oui, les prix dans l'alimentation notamment sont plus chers en Corse que sur les continents, mais bizarrement, le sujet est presque tabou, comme l'a constaté sur place Françoise Joly. 12h30, place de la préfecture à Bastia, l'heure est au pique-nique pour les manifestants. Jean-Pierre entame sa 4e semaine de grève. Agent des impôts, il a travaillé 4 ans à Paris. En 1985, il est rentré au pays.
J'avais un enfant de 8 mois quand je suis rentré, donc. Et pour tous les produits spéciaux pour bébé dont j'avais besoin, étaient vraiment d'un coût vraiment très supérieur à ce qui était pratiqué à Paris. Et ça m'a surpris, j'en ai même parlé avec ma femme et on s'est dit, on est revenu en Corse, d'accord, je suis chez moi, dans mon pays, mais il y a des difficultés qu'on n'avait pas pesées quand on était à Paris. Et le coût du caddie dans les grandes surfaces, le coût de tous les produits dont on a besoin tous les jours, c'est quelque chose qu'il va falloir mesurer, donc il va falloir faire attention. Et il est vrai que lorsque Jean-Pierre remplit son caddie, cela lui coûte cher. Par exemple, 15% de plus qu'à Poitiers pour les produits alimentaires. La Corse est en effet en tête des départements les plus coûteux. Mais pas facile ici de savoir pourquoi les prix sont si élevés. Personne ne veut parler ou alors on accuse à mi-mot. Pour certains, c'est la faute aux transporteurs qui assurent la liaison entre la Corse et le continent. Chaque année, l'État leur verse 750 millions de subventions. Objectif, abaisser le coût du transport des marchandises. Les différentes compagnies de transport assurent répercuter cette baisse. Certains professionnels en doutent. Les subventions, nous les boulangers, nous n'en percevons pas. Nous ne sommes pas au courant d'où vont ces subventions, qui sont subventionnés. Et puis malgré des taux de TVA plus avantageux, comme par exemple sur les carburants, l'essence est ici une des plus chères de France. Les associations de consommateurs soupçonnent les stations-service de s'entendre pour pratiquer des prix élevés. Une hypothèse démentie par les intéressés. Aujourd'hui, on fait le pari, on va à Bastia, vous verrez que toutes les stations ne sont pas identiques à mon prix. Bon, ça va peut-être venir. Depuis hier, l'INSEE a envoyé sur l'île des observateurs. Une nouvelle étude des prix est en cours. La direction de la concurrence et des fraudes de Bastia est, elle, en déplacement à Paris pour rencontrer l'administration centrale. Les remous dans les milieux hospitaliers, grève aujourd'hui des chefs de clinique assistants et des maîtres de conférences des CHU, grève encore des infirmières anesthésistes, mais les internes ont accepté les propositions du ministère de la Santé la nuit dernière. 42 duels, 48 triangulaires, 10 quadrangulaires. Ce sont les étranges figures du second tour des municipales dans les villes de plus de 30 000 habitants. Un record dans la complexité, dû évidemment au maintien des deux formations qui vont arbitrer ce second tour. Beaucoup de ballottage donc, arbitrés par le Front National et les écologistes sûrs de leur succès, selon leur chef de file Antoine Wechter, qui table sur une entrée en masse dans les conseils municipaux. Les grandes formations, bien sûr, continuent de flatter les électeurs verts, à en lire Jacques Chirac dans le Figaro de ce matin et Michel Rocard dans le Nouvel Observateur. Michel Rocard qui affirmait hier soir à Béziers, où il était allé soutenir le candidat socialiste, personne n'a le monopole du combat écologique. Mais à Béziers, c'est le Front National qui fait grincer les rouages. Le RPR a en effet décidé d'exclure le maire sortant, Georges Fontès, pour cause d'alliance interdite. Véronique Saint-Olive. À Béziers, la droite fait des couacs. 5 listes au premier tour et Georges Fontès, le maire RPR sortant déstabilisé, qui prend avec lui pour le deuxième tour 2 membres du Front National. L'ancien ministre de Jacques Chirac n'a pas hésité. Ni son exclusion du RPR, ni son abandon possible par une partie de l'électorat modéré ne l'ont fait reculer. Que tout soit très clair. Tant pis si je peux indisposer qui que ce soit à n'importe quel niveau des états-majors, ce que je veux, c'est garder la ville de Béziers dans laquelle je suis né et à laquelle je suis attaché par-dessus tout. Georges Fontès revendique aujourd'hui un apolitisme congénital. Mais Yves Intérinaire, lui, lève bien haut le drapeau du Front National. Je considère que M. Fontès a peut-être une attitude que lui dicte son état-major, mais en tant qu'homme, je ne suis pas aussi sûr de son antipathie vis-à-vis du Front National. Cette bavure fait l'affaire de la gauche. Alain Barrault, le chef de file socialiste, se frotte les mains. Son accord avec les communistes devrait lui permettre de capitaliser toutes les voix de la gauche. L'alliance RPR-Front National ramènera aussi quelques abstentionnistes du premier tour. Il est évident que c'est un plus pour nous. Dans une ville où Jean Moulin est né, il y a beaucoup de gens, des républicains et des démocrates, qui sont choqués par ça. Est-ce que ça vous étonne ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je l'avais déjà indiqué avant les élections. Il a été successivement au Parti Socialiste, à l'UDF, au RPR. Il a été tête de liste du RPR. Et maintenant, il a fait cette évolution avec cet accord avec le Front National. Je dirais que c'est une dérive et c'est un isolement supplémentaire. Résultat de la mêlée dimanche. Si Georges Fontès ne transforme pas l'essai, la droite biterroise restera sur la touche. Pour longtemps. La gauche, elle, récupérera une ville qu'elle avait perdue en 83. Autre mesure de rétorsion venue d'en haut, le président du CDS, Pierre Méhaignerie, retire son investiture au candidat CDS de Mantes-la-Jolie.
aussi pour cause d'alliance avec le Front National. À Sarcelles, c'est entre socialistes et communistes que rien ne va plus. Le bureau exécutif du PS a une nouvelle fois demandé aujourd'hui aux dirigeants communistes de retirer leur liste face à son secrétaire national, Dominique Strauss-Kahn, qui a reçu en revanche le soutien des écologistes. Explication, Jean-Michel Mercurol. Sarcelles, bataille pour une cité dortoir. La compétition PCPS du premier tour avait placé le socialiste Dominique Strauss-Kahn, président de la commission des finances à l'Assemblée, loin devant la candidate communiste Marie-Claude Beaudeau. PC plus PS plus PSU, le total des voix de gauche dépassait 52%. Bref, une élection quasi certaine pour Dominique Strauss-Kahn dimanche, si toutefois le PC avait respecté l'accord de désistement PCPS. Je déplore que nous n'ayons pas pu, pour ce second tour des élections municipales, nous mettre d'accord avec le Parti socialiste. Nous ne prenons aucune responsabilité dans cette affaire. C'est bien le Parti socialiste qui prend la responsabilité en ne nous donnant pas ce que veulent les Sarcellois pour notre liste dimanche prochain. Non, je crois qu'on peut comprendre le désarroi qui a saisi l'appareil du Parti communiste qui est battu pour la première fois. Mais lorsque les socialistes étaient derrière, ils se sont toujours désistés pour les communistes. On peut encore essayer d'arranger ça et que de toute façon, il faut mobiliser l'ensemble des forces de gauche pour qu'elles se reportent sur la liste socialiste qui est arrivée en tête, de façon à ce que la gauche majoritaire à Sarcelles gagne la mairie. Sarcelles, c'était 18 ans d'union de la gauche jusqu'en 83. Aujourd'hui, le maire sortant RPR, Raymond Lamontagne, voit subitement renaître ses chances d'être reconduit. Il était virtuellement battu au soir du premier tour. Le second tour se présente bien à gauche. Qui le dit? Georges Marchais, qui est sorti de son silence tout à l'heure sur RTL. Il a cependant admis un certain nombre de bavures, mais pour lui, il ne s'agit pas de Sarcelles ou de Noisy-le-Grand, mais de Bègles, Longwy et ou Sarlat, où les socialistes ont refusé de s'effacer devant les communistes. Grincement aussi entre l'UDF et le RPR à propos des problèmes d'horloge ou de sombres complots à Aix-en-Provence. Vous savez que pour 2 minutes de retard la nuit dernière, la liste commune laborieusement mise au point entre les deux formations, sans le Front National, n'a pu être déposée. La commission d'investiture de l'UDF demande solennellement aujourd'hui au RPR de retirer sa liste. L'UDF n'est pas en panne, a déclaré par ailleurs son porte-parole Alain Lamassoure, qui répondra plus précisément demain matin à 7h45 aux questions de Gérard Morin. Et puis demain soir à 22 h, toujours sur Antenne 2 bien sûr, dans le cadre d'éditions spéciales, pas vraiment un face-à-face, mais plutôt un côte-à-côte entre Robert Vigouroux, Jean-Claude Gaudin et aussi des interviews des deux autres candidats qui s'affronteront pour le second tour à Marseille dimanche prochain. Édition spéciale donc exceptionnelle avec Claude Sérillon demain à 22 h, édition spéciale consacrée à Marseille. Complot, machination, injure, la haine même plus ou moins feutrée entre différentes corporations. Le procès du commissaire Jobic qui se poursuit à Nanterre en fait tous les jours l'étalage et la confrontation se poursuit entre le policier et le juge Ayat par témoins interposés. Rémi Roche suit pour nous le procès. L'un des moments les plus tendus, les plus dramatiques, sans doute l'un des moments clés de ce procès. Patricia Boschetto, une prostituée toxicomane, témoigne à la barre. Elle est en larmes, elle vacille quand elle raconte comment, en juin 87, le juge Ayat lui a proposé de tendre un piège à Yves Jobic. Le scénario, remettre au commissaire des bijoux ou de la drogue pour que les gendarmes puissent opérer un flagrant délit. Un scénario que refuse d'exécuter Boschetto, qui va tout raconter aux policiers de Nanterre, confession enregistrée, dit-on, à son insu, dans leur bureau, mais qui ne donne pas lieu à un procès verbal. Comme il l'avait fait l'autre jour pour contrer les accusations du commissaire Jobic, Jean-Michel Ayat dément formellement avec force détail, en reprenant toute l'affaire depuis le début. Il démontre ce qui pour lui est une odieuse machination, dont en fait Patricia Boschetto ne serait qu'un pantin. Une machination qu'il décrit d'une telle importance qu'elle confère soudain à cette affaire Jobic une dimension extrêmement grave, car cette machination impliquerait une partie de la plus haute hiérarchie policière. Oui, et cette information de dernière minute, toujours à propos donc du procès Jobic, la défense du commissaire a rendu public le rapport du commissaire divisionnaire en ce qui concerne le juge Ayat, dont parlait bien sûr Rémi Roche. Nouvelle interpellation hier soir à Cannes dans le cadre de l'enquête sur les attentats contre les foyers Sonacotra de la Côte d'Azur. Un ancien para a été placé en garde à vue. 9 interpellations à ce jour et les policiers ont mis la main sur un véritable réseau, comme le révèlent Hervé Bosini et Patrice Velay. Lancer des roquettes sur la gare Saint-Charles de Marseille.
mitrailler les voyageurs. Ils y pensaient dès 1984 dans leur petit groupe d'extrême droite. À l'époque, ils étaient 4. 4 à avoir entreposé les fusils mitrailleurs, les grenades, le plastique dans un box d'une résidence cannoise. Leur unique objectif, terroriser les immigrés, les Arabes. L'un d'eux s'en était même vanté, Nicolas Gouge. Barman au buffet de la gare de Cannes, il affirmait à qui voulait l'entendre: si jamais je fais des attentats, je signerai ça Masada. Ils croiront à une action sioniste. Discrètement, un inspecteur des renseignements généraux avait noté l'anecdote. Jusqu'au jour où les premières bombes ont explosé. Était d'abord visé le siège local du Parti communiste, la CGT, en 88, le foyer Sonacotra de Cannes-la-Boca, 4 blessés. Le 19 décembre, cette fois, il y a un mort, un travailleur roumain qui vivait dans ce foyer de Cagnes-sur-Mer. Sur place, des tracts portent la signature de Masada. Les renseignements généraux explorent leurs archives et retrouvent la piste de Gouge, le poseur de bombes. Filature judiciaire, Gilbert Hervauchon, 68 ans, est finalement interpellé. Chez lui, on découvre le matériel utilisé pour la fabrication des textes de revendication et le petit nécessaire du parfait artificier. En tout, une dizaine de personnes sont à présent impliquées dans cette affaire. La plupart sont membres du Parti nationaliste français et européen. Gouge lui appartenait aussi à l'association La France avec sa police. Gérard Pratt en est le responsable local. Il était l'employeur de Gouge. Il était correct aussi bien avec ceux qui étaient noirs qu'avec des Arabes, qu'avec des Français ou des Européens. Maintenant, lorsque sa journée était terminée, si on avait une discussion avec lui, on sentait qu'il préférait le blanc à la couleur. Les enquêteurs affirment que leur travail est loin d'être terminé. D'autres interpellations, et ce soir même, ont eu lieu. Un inventaire à la Prévert a donné le frisson aux responsables de la prison de Montpellier. Imaginez ce qu'on a trouvé dans la cellule d'un détenu qui devait comparaître aujourd'hui en assises. Pas de raton laveur, mais un fusil à canon scié, 8 limes à métaux, un uniforme de gardien et leur cahier de roulement. Le prisonnier n'a pas réussi à s'évader à temps. Mesure spectaculaire aux États-Unis pour tenter d'enrayer la criminalité et le trafic de drogue. Le patron de la lutte antidrogue, qui fait partie du gouvernement, a annoncé la suspension de l'importation dans le pays d'armes semi-automatiques. Une mesure qui frappe plus l'opinion publique que les criminels, dont l'arsenal est amplement pourvu. Et ce sont les policiers qui en font régulièrement les frais. Paul Naon. New York, 1er mars dernier, l'officier de police Everett Hatcher est tué dans l'exercice de sa fonction. Il tentait d'arrêter un trafiquant de drogue qui a tiré avec une arme semi-automatique. New York, à Brooklyn, 2 jours plus tard, l'officier de police James O'Connor est retrouvé au volant de sa voiture, le corps criblé de balles. Il tentait, lui aussi, d'arrêter des trafiquants de drogue qui ont tiré avec des armes semi-automatiques. Les Américains en ont plus qu'assez de voir les criminels beaucoup mieux armés que les policiers chargés de maintenir l'ordre. La décision de George Bush concerne seulement les armes importées aux États-Unis. Des armes comme celle-ci, un AK-47 de fabrication chinoise, ou des armes des pays de l'Est. En 1986, 4000 semi-automatiques ont franchi les frontières. En 1988, 44 000. Toutefois, 75% des autres semi-automatiques sont fabriqués aux États-Unis et ceux-là sont toujours en vente libre dans les magasins du pays. C'est le début, un petit début, mais un début important, significatif, de changement de la part d'un président républicain qui s'est toujours identifié au lobby pro-armement, conservateur, à l'ordre moral, si l'on peut dire, et qui commence à changer. Et je pense que ce changement, justement, les images que vous avez montrées, qui relatent ce qui se passe dans la police, ce changement vient des profondeurs de la police et de personnes concernées par l'ordre. Policiers et trafiquants de drogue se livrent en effet à une guerre sans merci, une guerre qui est gagnée par les trafiquants grâce à un armement très nettement supérieur. Accalmie aujourd'hui à Beyrouth après les bombardements d'hier. Beyrouth, ville morte, cependant les habitants sont restés chez eux. Une petite plage au soleil le long d'un golfe clair, une plage qui vaut son pesant de dollars. À Taba, cette enclave sur le golfe d'Aqaba, occupée depuis 22 ans par Israël,
Le drapeau égyptien a été hissé aujourd'hui en vertu de l'accord conclu le mois dernier. L'Égypte a payé 38 millions de dollars en compensation. Son espoir, développer le tourisme local. Des manifestations, vous venez de le voir, ont eu lieu en Israël. L'entretien a été enregistré il y a 2 jours. Une occasion rare qui méritait que l'on se plie à ses horaires, celle d'interviewer le général Pinochet, président toujours dictateur ou dictateur gagné un peu par la démocratie. Au Chili, vous le savez, les spéculations vont bon train. Bernard Benjamin nous le disait hier, d'autant plus que le gouvernement vient de proposer aux partis politiques une réforme de la Constitution. Est-ce en fait une manœuvre pour permettre au général Pinochet de rester au pouvoir? C'est la première question que je lui ai posée. Je ne peux vous répondre ni par oui, ni par non. J'ai la charge d'une fonction et jusqu'à la dernière minute, je la remplirai. S'ils me disent de continuer, je continue, sinon j'arrête. C'est le problème du peuple et pas le mien. C'est-à-dire que d'ici 1 an, vous risquez d'abandonner toute vie publique. En accord avec la Constitution, je retournerai dans mon régiment comme chef des armées parce que je suis le garant de cette nouvelle Constitution. J'ai juré sur elle en public en 1981. Oui, Monsieur Pinochet, puisque l'on vous voit en civil, depuis le départ forcé du général Stroessner du Paraguay, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Non, non, vous vous trompez complètement. La chute du président Stroessner, c'est la chute d'un militaire causée par d'autres militaires. Ce qui s'est passé au Paraguay avec ce président Stroessner n'est absolument pas comparable à la situation du Chili et à son président. Ce sont 2 cas de figure complètement différents. La répartition des classes sociales est différente, la géographie du Chili et celle du Paraguay ne sont pas comparables, même la manière de vivre est distincte. Pour la politique, c'est la même chose. Monsieur Pinochet, vous savez bien sûr que le reste du monde continue à vous considérer comme un dictateur et comme l'un des tout derniers dictateurs sur le continent sud-américain. Mais moi, je n'ai jamais été un dictateur. Dictateur avec un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Tout ce qu'a décidé ce pouvoir judiciaire a été appliqué religieusement. Qu'est-ce qu'un dictateur? Parce que j'ai du caractère face aux événements? Dictateur? Vous vous trompez complètement. En fait, c'est que le monde souffre d'une maladie. Cette maladie, c'est le marxisme, déguisé par les gauchistes. Monsieur Pinochet, l'évolution de l'Union soviétique avec Mikhaïl Gorbatchev, est-ce que vous pensez, selon votre analyse, que ce que vous avez toujours dénoncé comme le danger soviétique est moindre aujourd'hui? Vous voyez, je pense que le communisme n'a pas changé. Ce que fait Gorbatchev, c'est enjoliver toute l'idéologie marxiste-léniniste et il la présente à l'opinion publique comme un autre modèle, mais dans le fond, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de changement. La doctrine soviétique se maintient à 100%. Est-ce qu'après 15 ans de pouvoir, vous avez l'impression que votre personnalité a changé? Non, ma personnalité n'a pas vraiment changé, et ce depuis mon enfance. Une personnalité dure, mais entièrement préoccupée par ma fonction, tentant de faire tout mon possible avec mes facultés. Je travaille 11 heures par jour. Vous croyez peut-être que je m'occupe seulement 3 ou 4 heures? Un entretien donc enregistré avant-hier dans ce même studio, ce qui explique
le changement de veste, de ma part en tout cas, une interview exclusive obtenue grâce à Bernard Benjamin et Pascal Stelletta à Santiago. Plus encore que la politique, ce sont les raisins qui préoccupent aujourd'hui le gouvernement chilien. Les raisins de la colère, puisque les États-Unis, le Canada et le Japon ont bloqué leurs importations de fruits chiliens. Éric Perrin. Y a-t-il du cyanure dans le raisin chilien? Les États-Unis, le Canada et le Japon ont décidé d'interdire l'importation et la vente de ces fruits après la découverte de traces de cyanure. Une enquête a été ouverte en Europe où tous les tests pratiqués jusqu'à présent se sont révélés négatifs. Le gouvernement militaire chilien accuse les communistes d'être les instigateurs d'un complot visant à saboter les exportations agricoles. De l'agriculture en Union soviétique. Devant le comité central réuni en plénum, Mikhail Gorbatchev a plaidé pour sa réforme agricole, mais il semble ralentir le mouvement et renoncer à des transformations radicales dans les mois à venir. Néanmoins, il a reconnu que la collectivisation agraire des années 30 avait été une erreur, allant jusqu'à dénoncer les méthodes forcées pratiquées sous Staline. Démission du numéro 2 du gouvernement grec, Agamemnon Koutsoyorgas. Il était depuis quelques mois la cible de l'opposition qui l'implique dans l'affaire Koskotas, du nom du banquier et magnat de presse Georges Koskotas, accusé d'avoir détourné de l'argent et versé des pots de vin à des membres du gouvernement d'Andreas Papandréou. Koutsoyorgas est une personnalité du PASOK, le parti socialiste grec. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas mauvais pour la santé et c'est bon pour la musique. Découvrons une nouvelle qualité sonore grâce aux bactéries. Et oui, des bactéries dans les oreilles, ou plutôt dans les membranes d'un casque haute fidélité révolutionnaire, mis au point, bien sûr, au Japon. Sous le casque, Patrick Esther. Excusez-moi Christine, mais vous voyez, j'ai un peu tendance à me laisser aller quand j'écoute de la bonne musique avec un casque comme celui-là. De la bonne musique qui vous donne envie de remercier Mozart, bien sûr, mais aussi de remercier l'Acetobacter aceti. L'Acetobacter aceti, eh bien, ce sont ces millions de bactéries que les Japonais ont eu l'idée de faire travailler à leur place pour produire les membranes de ce casque révolutionnaire. En 48 heures, ces bactéries, qui vivent dans l'eau, bien sûr, vont déposer une couche de cellulose, voyez, un peu gélatineuse. Cette couche de cellulose va être récupérée par les techniciens qui vont la sécher, la former pour donner la membrane. Vue au microscope électronique, voici la structure de cette biocellulose qui permet d'obtenir des sons très fidèles, très naturels. Rien à voir avec les sonorités métalliques des casques classiques. Mais les techniciens de Sony à Tokyo ne se sont pas arrêtés là. La direction leur ayant donné carte blanche, ils ont utilisé leurs ordinateurs pour concevoir des formes nouvelles n'ayant rien de commun avec la miniaturisation. Le son ne se forme plus au milieu du crâne, mais semble venir naturellement de chaque oreille, comme pendant les concerts. Véritable objet d'art, le casque est taillé dans du zelkova, un arbre au moins bicentenaire et très rare au Japon. 500 casques seulement seront fabriqués, rien à voir avec les grandes séries de l'industrie japonaise. Ah, pardon, oui, j'oubliais, le prix, 30 000 francs, eh oui. Et pourquoi 500 casques seulement? Parce que les arbres précieux sont protégés au Japon. Championnat du monde de patinage à Bercy, à Paris, jusqu'à dimanche prochain. On attend demain les Duchesnay, le couple de patineurs français, dont les libertés de style, à défaut de convaincre toujours les juges, plaisent beaucoup au public. Thierry Blanco. Ils sont la coqueluche du public, les enfants terribles du patinage artistique, à croire qu'Isabelle et Paul Duchesnay n'ont qu'une passion, l'originalité. Mais voilà, si le spectacle est toujours au rendez-vous de leurs prestations, il leur manque l'agrément des juges. Et pour les faire jaser encore un maximum cette année, Isabelle et Paul Duchesnay ont basé leur programme sur un Charleston. Bien pour le public, moins bon pour les notes. Au fond, on préférerait peut-être laisser les gens voir s'ils arrivent à reconnaître ce qu'on essaie de montrer. À la fois complice et entraîneur, Martin Stotnicki les aide à accomplir leur petite révolution. Travaille sans relâche à la patinoire d'Oberstdorf en Allemagne pour conquérir une nouvelle fois demain le public de Bercy. Ce matin, au cours de l'épreuve de danse imposée, ils n'ont eu aucun problème à exprimer leur talent. Demain, il s'agira du programme de création. C'est là que les Duchesnay dérangent,
en préférant le spectacle à la rigueur du règlement. À vous de juger. On verra demain. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le Carté, qui aura lieu demain aussi à Évry, le 2, le 5, le 1, le 10, le 17, le 14, le 8 et le 12. Voilà, c'est Sophie Davant qui va vous parler du temps de demain dans un instant. Et puis Philippe Lefay vous donnera les dernières informations de la journée vers 23h20. Demain, bien sûr, rendez-vous avec toute l'équipe de Télématin à partir de 6h45. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.